À mesure que le monde s'accélère, chaque jour semble se fondre en un flot de mouvements fugaces, engloutis par la marche incessante du progrès dans notre quête d'efficacité, de commodité et d'innovation. Nous avons construit des vies d'une complexité remarquable, mais nous nous retrouvons paradoxalement plus déconnectés des actes simples et profonds qui autrefois ancrèrent notre existence. À mesure que le monde avance, nous risquons de perdre le contact avec ce qui est réellement essentiel, piégés dans les rouages d'une vie qui va de plus en plus vite sans la vivre pleinement. Pourtant, au cœur de cette frénésie moderne, subsiste un besoin fondamental de lenteur, de contemplation et de présence. Derrière chaque écran illuminé, chaque notification, il se cache un savoir inavoué de sens et d'authenticité. Retrouver le goût des instants simples, redécouvrir la valeur du silence et du regard échangé. C'est peut-être là le véritable défi de notre époque. Car si le progrès façonne notre quotidien, c'est notre capacité à nous ancrer dans l'instant qui donne à la vie toute sa splendeur. Vous ne le savez peut-être pas, mais tout cela n'a rien à voir avec la vidéo. Tout commence en Slovaquie, au XVe siècle. La région, à l'époque souffrant entre pillage et invasion hussite et ottoman, faisait encore partie de la Hongrie et était surnommée au pays, ou en hongrois, Felvidek. Nous incarnons Pavol, surnommé Pali par ses amis. C'est un chevalier ivrogne portant un sourire macabre avec un passé trouble, quitté par sa femme. La cause, son problème d'alcool. Pali est au bout du rouleau. Il est sarcastique et têtu, ce qui fait que les gens le jugent et ont des difficultés à lui faire confiance. Pendant une de ces sessions de cuite, Pali remarque à travers sa fenêtre que la tour du vieux château est en feu. Il part informer son seigneur Joseph, un homme qui aime s'amuser et est obsédé par les jeux, mais malgré tout, un noble bienveillant envers ses sujets. Ce dernier accorde peu d'importance à l'incendie, estimant que le vieux château, déjà en ruine après le saccage des Hussites, n'avait plus grande valeur. Il rappelle également à Pali que son odeur nauséabonde le précède et qu'il ferait bien de se ressaisir. Il l'envoie alors enquêter, accompagné du prêtre Matei, qui refuse d'abord de suivre mais finit par céder sous la pression de Joseph. Voyant une opportunité, Matei décide de profiter de cette mission pour remettre Pali sur le droit chemin et l'empêcher de sombrer dans l'alcool. Après quelques mésaventures, dont une rencontre avec des pillards russes, le groupe parvient enfin en haut le vieux château. Sur place, il découvre un cadavre, un ottoman. Intrigué, Pali note que la présence d'un tel corps aussi loin au nord est pour le moins étrange. Leur exploration les mène également à une mystérieuse graine qu'ils ne parviennent pas à identifier, ainsi qu'à une machine métallique d'apparence inhabituelle. Matei, convaincu de son origine satanique, s'en inquiète, tandis que Pali balaie cette idée d'un revers de main, bien qu'il admette que quelque chose d'anormal se trame. Alors qu'ils quittent les lieux, ils sont surpris par un groupe d'individus vêtus de façon singulière. Des cultistes, apparemment venus effacer toute trace de leur présence. Après un affrontement, le duo en vient à bout et retourne au château pour faire part de leurs découvertes à Joseph. Pali, conscient de l'ampleur du mystère, suggère alors de demander l'aide d'Adam de Casso, un noble réputé, mais aussi un inquisiteur de renom. Joseph décide donc de lui envoyer une lettre. Quant à la mystérieuse graine, il se souvient avoir entendu parler d'une boisson amère, brassée en Perse, se demandant si un lien peut être établi. En allant remettre la lettre au messager, Pali tombe nez à nez avec sa femme, Paula, devant les toilettes. Désespéré, il la supplie de revenir, mais elle lui répond d'une gifle cinglante avant de s'éloigner sans un mot. De son côté, Matei s'interroge sur l'absence du messager. Jancy. C'est alors qu'une voix étouffée s'élève depuis les toilettes. C'est lui. Il explique que Paula lui a offert du vin et lui a proposé de retrouver plus tard dans la soirée. Malheureusement, la boisson lui a causé une violente indigestion, le clouant sur place. Observant la scène, Matei se méfie. Il affirme que Paula est suspecte, la traitant de sorcière et insinuant que le vin pourrait être ensorcelé. Convaincu qu'il y a anguille sous roche, il insiste pour tirer cette affaire au clair. Fou de rage face à l'infidélité de Paula, Pali peine à se contenir. Malgré tout, lui et Matei rapportent l'affaire à Joseph, qui les rejoint. Après avoir aidé Jancy à se remettre de son malaise, ils élaborent un plan pour percer à jour les secrets de Paula. Le soir venu, Jancy se rend au rendez-vous, sous la surveillance discrète du reste du groupe. En suivant leurs traces, ils découvrent que Paula et lui se sont introduits dans le château, sans être passés par la chambre de Pali pour, disons, s'amuser sur son lit. Leur enquête les conduit jusqu'au sous-sol, où ils découvrent un passage menant à l'extérieur. Là, ils aperçoivent Paula et Jancy s'enlacer. Fou de rage, Pali surgit sans attendre, prêt à en découdre. C'est alors qu'un groupe de cultistes apparaît, mené par un capitaine dont l'allure rappelle étrangement celui du blédard. Brandissant des herbes, il proclame que Paula est l'une des leurs et invoque un nom inquiétant, Survan. Un affrontement éclate, mais dans la confusion, Paula parvient à s'éclipser.
Hors de lui, Joseph accable Pali de reproches pour son impulsivité. Dévasté, ce dernier regagne ses quartiers, cherchant à noyer son désespoir dans l'alcool. Cette nuit-là, Pali est attaqué par une créature en armure. Après un combat acharné, il parvient à l'abattre. Alarmé, il prévient aussitôt ses compagnons. Lorsqu'ils examinent l'armure, une révélation glaçante les frappe. Elle appartenait à Jancy. Matei, horrifié, s'exclame qu'ils sont confrontés à une sorcellerie des plus ténébreuses. Pali, quant à lui, refuse d'accepter que Paula puisse être impliquée volontairement. Pour lui, elle a forcément été ensorcelée, car jamais elle n'aurait pu sombrer dans de telles ténèbres. Joseph décide alors de conserver le cadavre de la créature en prévision de l'arrivée de l'inquisiteur Adam. En attendant, il charge Pali et Matei de se rendre au village pour enquêter et remettre une lettre au bourgmestre. Une fois au village, le duo fait de troublantes découvertes. En interrogeant les habitants, ils apprennent qu'une étrange influence s'est emparée de la jeunesse. La moitié des jeunes ont soit disparu, soit adapté à un comportement agressif, comme s'ils étaient ensorcelés. Le culte semble exercer une fascination grandissante sur eux, et ceux dont les parents tentent de les en empêcher ne sont jamais revus. Malgré cette situation alarmante, le bourgmestre semble étrangement passif. Il évoque également une autre source d'inquiétude, la qahwa, ou café en arabe, fait fureur dans la région. Par ailleurs, il est dit qu'un homme vivant reclus dans la forêt, un juif que nous appellerons le J, pourrait en savoir davantage sur ces événements. À cela s'ajoute la présence d'un groupe de voleurs qui rôdent aux abords du village, ajoutant encore un chaos ambiant. Lorsque le bourgmestre prend connaissance des récents événements survenus au château, il prétend n'avoir jamais réalisé à quel point la situation était grave. Il conseille alors à Pali et Matei de se rendre visite au prêtre du village ainsi qu'au J, qui pourrait détenir des réponses. Après cette entrevue, le duo reprend la route, non sans avoir pris un instant pour caresser le chien du bourgmestre évidemment. Matei suspecte que le bourgmestre ne leur a pas tout dit. Pali, bien que méfiant, lui aussi acquiesce sans trop insister. Alors qu'ils explorent le reste du village, une silhouette encapuchonnée attire leur attention. À peine ont-ils le temps de l'apercevoir qu'elle disparaît mystérieusement. Troublant. Plus tard, en fouillant un entrepôt, ils surprennent un voleur en plein larcin. Mais avant de pouvoir réagir, ils sont attaqués par derrière et perdent connaissance. À leur réveil, ils constatent avec stupeur qu'ils ont été complètement détroussés, ne leur restant plus que leurs sous-vêtements. Malgré tout ce qui se passe depuis hier, Pali garde tout de même le sourire. Dépourvu d'armes et de ressources, le duo retourne voir le bourgmestre pour lui demander de l'équipement ainsi que son fidèle chien, Nora, afin de traquer les brigands. La piste les mène au nord-ouest du château, jusqu'à un campement de bûcherons abandonné. Grâce à Nora, ils découvrent un passage secret menant à ce qui semble être la cachette des voleurs. À peine ont-ils mis les pieds à l'intérieur qu'ils sont confrontés par le gang. Un combat éclate. Et à leur grande surprise, les voleurs ont une créature monstrueuse à leur côté. Sont-ils liés au culte ? Impossible de savoir. Mais une chose est certaine. Cette fois, leurs adversaires ne s'en tireront pas si facile. Ouais, bon, on s'est fait éclater. Juste avant que le coup de grâce ne leur soit porté, un autre groupe intervient. Des cultistes. Étrangement, ils semblent aussi surpris qu'eux de trouver du monde ici. Ce n'était donc pas la cachette des voleurs. Profitant de la confusion, une des voleuses, une certaine Ida, décide de s'allier au duo pour affronter les cultistes. Après un combat éprouvant, il ne reste plus que 3 debout. Matei, Pali et Ida. Plutôt que de l'éliminer, Pali choisit de laisser Ida partir, à une condition, qu'elle ne remette plus les pieds ici. Avant de disparaître, elle leur confie une information troublante. Son amant aujourd'hui mort avait été empoisonné par une mystérieuse demoiselle. Voilà qui expliquerait la présence du monstre dans leur bande. De retour au village, le duo part à la recherche du prêtre. À l'église, une vieille dame leur apprend qu'il est absent depuis 3 jours. En échange d'une confession, elle accepte de leur révéler son emplacement. D'abord réticent, Matei refuse, expliquant qu'il n'a pas la sanction de l'église pour entendre des confessions. Mais, face à l'insistance de la femme, il finit par céder. C'est ainsi qu'il découvre que le prêtre se trouve au bordel. Fou de rage, Matei décide de s'en occuper lui-même. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent le prêtre en train de siroter un gobelet de café. Visiblement agacé par leur interruption, il défend son comportement en affirmant que restreindre la liberté d'un homme est la pire offense faite à Dieu. Matei, hors de lui, ne l'entend pas de cette oreille. S'ensuit un débat théologique que nous vous épargnerons, mais en définitive, une conclusion est trouvée. Ils régleront ça par un duel. Si Matei l'emporte, le prêtre devra quitter son poste. Le combat était fixé dans l'église, mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils constatent que le prêtre a engagé des mercenaires pour se battre à sa place. Matei est furieux, pendant que son ami bout de colère, Pali, lui, est intrigué par la boisson que buvait le prêtre. Il sort alors le grain de café trouvé plus tôt et le montre à l'homme d'église.
Ce dernier confirme que la boisson est bien préparée à partir de ces grains. Mais celui que détient Pali est marqué d'une étrange gravure, on dirait un démon. Une idée germe alors dans l'esprit de Pali. Et si ces grains étaient responsables des transformations en monstres? Sous la pression, le prêtre finit par avouer qu'il se fournit en café auprès d'un nain. Une révélation qui fait tilt dans l'esprit du duo. Ce doit être la petite silhouette qu'ils avaient aperçue au village. Mais assez parlé, place au combat. Une violente bataille éclate, mais le prêtre semble s'être éclipsé. Pour confirmer leurs soupçons, le duo décide de tester la graine mystérieuse sur un simple poulet, qui meurt instantanément après un seul coup de bec. L'évidence est là, ces graines sont mortelles. Déterminés à en apprendre plus, ils partent à la recherche du J, dans la forêt au nord du village. Une fois retrouvé, celui-ci leur révèle que des Hussites ont attaqué sa demeure et s'y sont installés. Avant de leur offrir son aide, il réclame vengeance. Matei, prudent, suggère de ne pas foncer tête baissée. Pali pour une fois acquiesce. Alors qu'il rebrousse chemin pour réfléchir à un plan, il tombe sur l'idiot du village perché en haut d'un arbre. En tentant de le secourir, Pali chute lourdement. Il se réveille plus tard dans une étrange hutte. Mais aussitôt terrifié par ce qu'il croit être un monstre qui s'avère être les jumeaux conjoints de l'idiot du village. Matei le rassure, mais Pali reste secoué. C'est alors qu'une embuscade de créatures surgit de nulle part. Pourtant, contre toute attente, les monstres prennent peur face aux jumeaux conjoints. Voyant là une opportunité, le duo décide d'engager les jumeaux pour effrayer les Hussites et reprendre la demeure du J. Le plan fonctionne à merveille. Après leur succès, ils raccompagnent le J chez lui. Celui-ci leur révèle qu'il a acquis une montgolfière en Italie, mais qu'il lui manque une source de chaleur pour la faire fonctionner. Il partage aussi deux informations cruciales. Il connaît l'emplacement de la base des cultistes et ces derniers utilisent une griffe ornée comme symbole d'identification. La nuit tombée, le groupe décide de se reposer à la taverne. Autour d'un verre, Pali confie que cette aventure lui a permis de se changer les idées, d'oublier ses tourments, ne serait-ce qu'un instant. Matei, lui aussi apaisé par les événements récents, profite de ce moment pour poser une question plus intime. Pourquoi bois-tu autant, Pali? Pali, après un silence, raconte un épisode sombre de son passé. Durant un siège contre les Turcs, il a été capturé. Un bourreau lui a presque tranché la gorge. Depuis ce jour, il n'a plus jamais été le même homme. La peur, le choc, il noie tout ça dans l'alcool. Le lendemain, ils font leur rapport à Joseph, désormais mieux préparés à reconnaître les signes du culte. Ensemble, ils retournent au village, où ils aperçoivent un nain pénétrer discrètement chez le bourgmestre. Lorsqu'ils tentent de le suivre, des gardes, visiblement affiliés au culte, leur barrent la route. Une fois éliminés, le groupe surprend une conversation entre le bourgmestre et le nain, Valère, en pleine négociation de vente de qahwa. Le bourgmestre, pris sur le fait, avoue que leur fournisseur s'appelle Rout, un homme mystérieux qui fait venir la marchandise depuis l'Éthiopie, via des caravanes à prix cassé. Mais ce commerce est lié aux cultistes, mettant en péril tous ceux qui y prennent part. Il révèle que Rout détient une influence politique importante, notamment sur plusieurs nobles, et que ses agents ont infiltré la milice du village. Après avoir demandé des renforts, le groupe escorte le bourgmestre hors du village. En chemin, ils sont attaqués par des monstres, sans doute envoyés pour réduire au silence le traître. Le danger est bien réel, le bourgmestre disait donc vrai. Peu après, non loin du village, ils trouvent deux cultistes malmenés par des Hussites. En les secourant, Pali prétend vouloir rejoindre leur culte pour gagner leur confiance. Les cultistes, dupés, les conduisent jusqu'à leur repère. Là, en questionnant l'un des membres, ils apprennent que Rout est en réalité le mécène principal du culte de Zurvan. Pour faire ses preuves, Pali reçoit une mission, récupérer une peinture érotique dans les appartements de Joseph. Un test d'allégeance plutôt inattendu. Pali retourne seul au repère, prêt à pousser son infiltration plus loin. Grâce à sa couverture, il parvient à obtenir un accès au bureau du leader, un certain Ignace. Sinistre, mais pas très regardant sur les qualifications. Celui-ci lui confie une mission, retrouver un traître et, pour prouver sa mort, ramener le tatouage de son postérieur. En explorant un peu plus les lieux, Pali découvre un passage secret menant directement au camp de bûcherons, ce qui explique l'arrivée surprise des cultistes à cet endroit, plus tôt dans leur aventure. De retour au château, le groupe se retrouve pour préparer un plan d'assaut. Mais avant cela, retrouver le traître. Dans le village, une famille leur demande de l'aide. Leur fille Annika a quitté la maison pour suivre son amant, le fils du meunier, et a rejoint le culte. On la retrouve dans la forêt. Elle accepte de revenir seulement si on fait venir son chéri. Le groupe le retrouve en pleine session de lutte, tenue avec un autre cultiste masculin.
Matej, avec une rigueur professionnelle et une touche d'inspiration, sort son carnet de croquis pour immortaliser la scène. Une vraie œuvre d'art, une preuve sans appel. On explique la situation à Annika. Elle a trop le seum. Elle saute dans un ravin. Matej, en mode chevalier servant, plonge dans l'eau pour la sauver. Pali, pragmatique comme toujours, lui propose un marché. Tu veux nous aider ? Sois notre espionne dans le culte. Elle accepte. Bon, maintenant que tout ça est réglé, retour à la chasse aux traîtres. Le groupe le retrouve dans l'église, planqué. Pali le ramène au château et... lui déchire le cul, littéralement. Grâce à lui, on en apprend énormément. Il était responsable de la corruption des grains de café. Le Turc trouvé mort au début, c'était le bras droit de Ruth. Le culte a conjuré un démon nommé Ahriman. Et enfin, qu'un chevalier errant serait responsable de la propagation du culte de Zurvan. Il s'avère que leur conjureuse s'appelle Polly. Pavol, avec tout l'optimisme du monde, ou peut-être la dénégation la plus solide de Bohème, pense que ça doit être juste quelqu'un avec un nom qui ressemble à celui de sa femme. Ouais, bien sûr, Pavol. Le gang décide de continuer l'infiltration avec un nouvel objectif. Récupérer le journal d'Ignace. Ils arrivent jusqu'à sa demeure. Mais là, mauvaise surprise. Paula, l'ex-femme de Pavol, a prévenu Ignace de leur supercherie. Matej, en panique, mais réactif, fait signe par la fenêtre. Joseph, précis comme un sniper, tire une flèche qui pulvérise la dite fenêtre. Pali verrouille la porte. Après un combat intense, Ignace et sa garde rapprochée sont neutralisés. Ils chopent le journal, descendent à l'arrache par la fenêtre et filent. Matej commence à déchiffrer les notes. Ruth serait en fait un agent du sultan. Et Ignace avait un rendez-vous le soir même avec Ruth. Et un mystérieux Mar. Mais pas le temps de souffler. Annika débarque, haletante, devant la taverne. Une tentative d'assassinat contre Joseph est en cours. Course contre la montre. Le groupe se précipite. Ils arrivent à temps et sauvent Joseph. En guise de remerciement, Joseph propose un poste à Annika. Mais Matej, tout en stratégie, lui demande de continuer à jouer l'espionne. Elle accepte. De retour à la taverne, Matej garde un œil sur Pali, craignant qu'il aille direct noyer tout ce bordel dans un tonneau de vin. Pour éviter que Pali se mette une cuite monumentale, tout en gardant leur couverture intacte, Matej propose un échange de vêtements. Il se fait passer pour Pali, et inversement. Pali, sans se faire prier, joue le jeu avec un sourire de garnement. À l'intérieur, Matej, déguisé en Pali, engage la conversation avec un Turc, qui semble être le fameux Ruth. Mais à peine la discussion entamée, un étranger vient interrompre la scène, l'air furax. Visiblement pas fan de Matej. Matej, déjà un peu pompette, le défie en duel comme un vrai paladin de taverne. Il se fait littéralement plier en deux. Pendant ce temps, Pali fait ami-ami avec l'étranger, qui finit par révéler s'appeler Marek. Il n'en dit pas beaucoup, sinon qu'il travaille pour Ruth. Pali part se soulager, il entend par hasard une conversation entre Marek et Ruth. Les deux parlent de création de mutants, de l'incendie du vieux château qui aurait été provoqué par le démon Ahriman, et surtout, de Paula. Elle contrôle le démon par un enchantement, mais ce lien est temporaire. Et là, la bombe. Il projette d'attaquer le duo à l'aube, mais seul Pali doit mourir. Et ce sont les ordres de Paula. Pali, complètement torché, va dormir paisiblement. À son réveil, la taverne est saccagée. Au loin, Pali aperçoit les cultistes emmener Matej de force, croyant avoir capturé lui-même. Un comble. C'est à ce moment que Paula surgit, menaçante. Pali, fatiguée de ses manipulations, lui colle enfin la claque qu'elle mérite. Scène cathartique. Elle se réveille ensuite dans la taverne, mielleuse, tentant de l'amadouer avec ses mots doux. Et ça marche. Le brave Pavol baisse sa garde, gros naïf qu'il est, et se fait poignarder dans le torse. On switch alors sur le point de vue de Paula, qui se dirige vers l'ancien château pour retrouver Marek. Celui-ci, jaloux, pense qu'elle joue sur 2 tableaux avec son ex. Il ordonne à ses hommes de l'arrêter, mais Paula, ayant encore le contrôle du démon Ahriman, déclenche un bordel cosmique. Mais voilà, le sort de contrôle s'estompe. Ahriman passe dans le camp de Marek, et Paula n'a d'autre choix que de fuir. Complètement à découvert, et se réfugie chez les fanatiques du prêtre. Pendant ce temps, Pavol, gravement blessé, dérive entre vie et mort. Il commence à avoir des visions.
Un démon dans sa tectonique comme en 2007. Mais dans la pénombre, surgit un ange qui lui remet une lame enchantée. Et, comme si le timing était scripté, Adam, l'inquisiteur de Casso, fait irruption dans la taverne. Pas le temps de discuter, il faut bouger. Direction le château de Joseph. Là, il tombe sur une affiche de cultistes, convoquant le seigneur pour une négociation de rançon contre Matei. Le piège est tendu. Ils se rendent au lieu de négociation, prêts à discuter, mais Adam, véritable OG de Haut-Bloc, ouvre direct les hostilités avec un coup de mousquet. Après une bataille bien saignante, Matei est secouru. Un peu secoué, mais en vie. Touché par l'événement, ou juste honteux, il promet de ne plus jamais boire d'alcool. Le groupe fait alors un brief complet à Adam, expliquant le démon, les graines, route, Paula, la tectonique, tout. Adam, pragmatique, demande s'ils connaissent un passage vers le donjon du vieux château. Mais Joseph les interrompt. À la panique. Le village est attaqué par une armée de cultistes, et il précise qu'atteindre le vieux donjon n'est possible que par les airs. Adam propose d'aller voir le J. Ni une ni deux, toute la team se met en route. Au village, c'est la panique. Les habitants se sont barricadés dans l'église. Après avoir nettoyé les alentours, ils escortent le J chez lui. Puis c'est l'heure du décollage. Objectif, le donjon. Arrivé dans les sous-sols, il tombe enfin sur le démon Ahriman. Après un combat dantesque, il l'oxyse avec panache et rage. Sur une muraille, il découvre le processus de création des graines de café corrompues. Spoiler, c'est pas bio. Et la méthode pour accéder à la base secrète des cultistes. Mission presque réussie. Ils reprennent la montgolfière, qui se crache magistralement dans la taverne. Après avoir récupéré le corps de Jancy au château, le groupe procède à une autopsie rudimentaire. Ils parviennent à extraire l'organe spécifique nécessaire pour atteindre la base secrète du culte. Le retour au village est risqué, celui-ci étant encerclé. Heureusement, Ida, l'ancienne voleuse, leur révèle un passage secret menant au souterrain de l'église. À l'intérieur, ils rencontrent des créatures monstrueuses, ainsi que des jeunes villageois qui, désormais, membres du culte, expriment des regrets. Touchés par leur sincérité, le groupe les laisse passer sans violence. Après avoir traversé les derniers obstacles, ils parviennent à une vaste salle, au fond de laquelle s'ouvre la gueule d'un monstre géant, servant d'entrée à un lieu encore plus sombre. Dans ses entrailles, il découvre Route, enchaîné. Celui-ci explique qu'il était un agent du sultan, envoyé pour semer le chaos dans la région. Mais son plan s'est retourné contre lui. Marek, un chevalier apparemment ordinaire, a mis la main sur des rituels mystiques, ainsi qu'une lampe contenant le démon Ahriman, et s'est retourné contre Route pour poursuivre ses propres desseins. Le groupe poursuit sa route jusqu'à une cathédrale, où Marek se prépare à accomplir un rituel décisif. Annika les y rejoint, affirmant d'avoir un plan pour empêcher le rituel. Ils acceptent de lui faire confiance. À l'intérieur, ils confrontent Marek, désormais à moitié transformé en démon. Ses nouveaux pouvoirs lui permettent de lire dans les pensées, et il comprend rapidement qu'Annika a trahi le culte et que Matei est tombé amoureux d'elle. Sans hésiter, Marek l'exécute. Face à cette perte soudaine, Matei est brisé. Il pousse un cri de douleur, profond et sincère, marquant un tournant émotionnel pour le groupe. La bataille finale éclate dans la cathédrale. Le groupe livre un combat acharné contre Marek. À l'issue de l'affrontement, Marek est vaincu. De retour au village, son corps est brûlé sur un bûcher, comme un avertissement à ceux qui pactiseraient avec les forces obscures. Dans la foule, Paula est aperçue, tentant de se fondre dans l'anonymat. La tension monte, certains réclament sa mort sur le champ, tandis que le prêtre prend sa défense, arguant qu'il reste en elle une partie d'humanité. Mais la décision revient à Pali. Une fois seule avec elle, Pali l'interroge calmement. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Paula baisse les yeux. Elle avoue presque à voix basse qu'elle ne pense plus être capable de l'aimer. Elle lui demande de ne pas l'épargner, car elle mérite de mourir. Ce n'est pas le châtiment qui l'effraie, mais le feu du bûcher. Elle ne montre aucun regret pour la souffrance qu'elle lui a infligée. Pour la première fois, depuis le début de leur aventure, Pali perd son sourire. Il reste silencieux, puis répond « Je t'aime encore, mais si tu ne m'aimes plus, alors c'est différent. » Il tend la main vers elle et ajoute doucement « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Le temps est calme, presque tendre, mais une décision irrévocable est en train de naître dans le cœur de Pali.
La suite est laissée à notre imagination. Le lendemain, grâce aux efforts conjoints de Matei et Adam, la créature enfouie sous l'église est enfin exorcisée. Une semaine plus tard, Matei et Adam quittent la région, laissant derrière eux un peuple marqué mais libre. Felvidek, quelques années plus tard, devient un centre de distribution de café florissant, fruit d'une alliance inattendue entre Joseph, le bourgmestre, et le nain Valère. Dans l'ombre, une rumeur persiste. Ida serait toujours en vie, traquant sans relâche les derniers membres du culte de Zurvan. Aucun d'entre eux n'a survécu à sa lame. Quant à Pali, nul ne connaît son sort exact. Certains disent l'avoir aperçu, épée au poing, sur le front de la guerre contre les Ottomans. D'autres prétendent qu'il a simplement disparu, emportant avec lui les dernières braises de son histoire. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Felvidek. Le jeu contient de nombreux dialogues et quêtes secondaires pleines d'humour et d'émotion, que je n'ai pas pu inclure ici par souci de clarté, et parce que le script était déjà bien chargé. Il y a aussi quelques choix narratifs proposés, mais ceci influence peu le déroulement de l'intrigue principale. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Il y aura plus de contenu qui va bientôt arriver sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bisous, à la prochaine!